Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la page Carpe Diem, approche holistique de l'être aimant, ainsi que la chaîne YouTube de Holistic Coaching. Aujourd'hui, je voulais faire une petite séquence concernant le triangle de Karpman qualifié de triangle dramatique d'un point de vue systémique et fonctionnel, qui bien souvent se joue à huis clos dans l'intimité du couple, mais également au sein des familles et de façon régulière et courante sur le lieu de travail également. En fait, vous vous en doutez, il n'est pas forcément évident de conclure que nous sommes dans une relation du type triangle de Karpman, parce que il est assez compliqué de voir les choses objectivement lorsque l'on est le nez dedans, pour parler familièrement. Donc en fait, dans le triangle de Karpman, nous retrouvons trois rôles distincts qui sont celui de la victime, celui du sauveur et celui du persécuteur, évidemment, puisque il y a un rôle de manipulation permanent entre les trois avec un jeu psychologique réel, puisque ces trois casquettes, par exemple au sein d'un couple, peuvent être portées à tour de rôle, c'est le cas de le dire. La victime aura forcément besoin d'un sauveur pour être sauvée, puisqu'elle est victime, un petit peu dans l'esprit de Calimero, c'est donc un rôle de choix, puisqu'elle a besoin d'attention sur elle et elle sait en jouer. Et là, dans cette personne qui systématiquement se retrouve le plus régulièrement en victime, on peut détecter un réel problème de dépendance, autrement dit de dépendance affective. Et donc, pauvre de moi, puisque je suis opprimée, je suis impuissante ou impuissant, sans espoir, j'ai honte parce que je me sens incapable de prendre des décisions seule, que je n'arrive pas à me défaire de cette personne qui me fait du mal, pourtant je le sais, mais j'y retourne à chaque fois, et de prendre plaisir ou d'obtenir des choses ou d'avoir de la créativité, ça ne m'est plus possible. Vraiment, je n'ai qu'une seule option de sortie, c'est d'avoir un sauveur qui vienne à mon secours. Sauf que, sachez-le, pour ceux qui ne l'ont pas encore intégré et réalisé, personne ne sauve personne. On peut accompagner les gens, c'est le rôle du coach. On peut soutenir, aider, encourager, secouer, aider à avoir des prises de conscience. Mais on ne peut pas parcourir le chemin à la place des gens. Ça, c'est quelque chose de très clair. Et s'il y a bien quelque chose que ne doit pas faire un coach, c'est de venir vous sauver. Donc ça, c'est pour le rôle de la victime. Le sauveur, quant à lui, est dans un rôle très gratifiant, puisque d'un point de vue narcissique, c'est lui qui met en place l'incapacité de l'autre, puisque tu n'es pas capable, mais je vais te sauver. Et là, en fait, il peut à la fois, et bien souvent il l'est, être le sauveur et le persécuteur. Parce que il a une façon de faciliter les choses, il le met en avant, et du coup la victime se sent coupable et redevable. Et du coup, pendant ce sauvetage, les effets négatifs, ce serait de garder la victime dépendante et lui permettant ainsi d'échouer, sachant qu'à chaque fois, elle va être secourue. Or, elle n'est jamais réellement secourue, puisqu'à chaque fois, elle retombe. La secourir serait lui montrer comment faire pour ne plus retomber. On parlera tout à l'heure d'autonomie, puisque l'idée du coaching, c'est d'aller vers l'autonomie. Donc, de laisser cette dépendance de la victime envers le sauveur, et en même temps d'avoir peur de se retrouver seul en dehors de ce triangle, il faut atteindre une autonomie. Donc, troisième rôle, c'est donc le persécuteur qui agit sur la victime. Il tente de conserver cette victime potentielle et d'adopter une position de temps en temps lui-même de victime pour dire mais c'est pas vrai, c'est toi, tu es méchante ou tu es méchant. Il n'y a pas de méchant. Hein. Le persécuteur peut être également une addiction du type drogue ou alcool, avec forcément, oui, bah de toute façon, je vais quand même me défoncer ou me saouler la gueule, comme ça tu seras bien content. Donc là, forcément, on met en faute l'autre, d'accord? Donc on est aussi dans une manipulation qui devient toxique. Donc tout ce petit triangle
n'est que manipulation et devient un cercle vicieux entre persécuteur, souffre-douleur et sauveur. Et du coup, il y a toujours un bourreau et une victime. Et tant qu'il y a un bourreau et une victime, il n'y a pas d'équilibre. La manipulation, on peut l'analyser avec le modèle du triangle dramatique, donc ici le triangle de Karpman, en considérant chacun des trois angles du triangle selon ce que l'on rencontre en face. Et on peut aussi bien, donc, de temps en temps, se positionner en victime comme en sauveur. Vous comprenez bien qu'il est aisé de tomber dans ce type de jeu psychologique et de travers, parce que c'est aussi ce qu'on appelle un jeu psychologique, sachant que ça a toujours une issue relativement négative, puisqu'elle est néfaste pour l'un comme pour l'autre, ou pour tous les protagonistes qui y participent, s'il y en a plus. Mais reprenons. La première explication, par l'analyse transactionnelle, je ne m'étalerai pas sur cela aujourd'hui, parce que l'analyse transactionnelle, c'est quand même quelque chose d'assez poussé, mais pour faire simple, au départ d'un triangle dramatique apparaît lorsqu'une personne joue le rôle de victime ou de persécuteur. Donc cette personne ressent le besoin d'enrôler les autres dans son conflit. Et c'est souvent le cas à ce moment-là que le sauveur est encouragé à entrer dans la situation. Ces joueurs enrôlés assument des rôles qui ne sont pas statiques et donc divers scénarios peuvent se produire. Par exemple, la victime peut se retrouver en sauveur et le sauveur en marche passe ensuite à la persécution. Puisque du coup il a sauvé, et ce que je vous disais tout à l'heure, il se remet à culpabiliser la victime puisqu'il l'a sauvée. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il est important d'identifier lorsque l'on se trouve dans une relation dans laquelle nous ne nous épanouissons pas, dans laquelle nous avons énormément de mal à comprendre nos émotions, que nous ne parvenons plus à faire autre chose que les accueillir, que nous ne parvenons pas à transcender une réelle paix, un vrai bien-être. Et c'est à ce moment-là qu'il faut ouvrir les yeux et réaliser ce qui est à rectifier. Quand il y a un réel amour entre deux personnes, pour le cas d'un couple, il est tout à fait possible et probable que, moyennant un travail commun, le couple sorte de cette relation toxique. Et qu'il en sorte d'autant plus grandi avec d'autant plus d'amour. On peut le faire à trois. Le coaching peut se faire sur un couple. On peut coacher un couple. C'est tout à fait faisable. Ça se fait. Si tant est que les deux parties soient OK avec l'idée qu'il y a quelque chose à faire, que leur amour sera plus fort que tout cela, et que du coup, ils pourront transcender tout ça et passer outre cette espèce de cercle vicieux, cette spirale descendante. Donc la meilleure approche concernant cette systémique dramatique du triangle de Karpman, c'est la communication non violente. Ça vise à autonomiser l'individu, c'est-à-dire que le travail d'un coach consiste à rendre autonome la personne, autrement dit à l'aider à ne plus être dépendante affectivement, à ne plus tisser systématiquement des liens toxiques qui font que, d'abord, dans la plupart des cas, si l'histoire vient à peine de démarrer, le partenaire, il n'a qu'une envie, c'est de partir en courant, parce que d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, mais vous lui avez fait super peur. Et lui, il a bien compris le jeu, donc il s'en va. Et en fait, la démarche du coaching, c'est vraiment pour vous aider à vous rendre autonome d'un point de vue affectif, déjà, dans un premier temps. Et c'est surtout pour chercher à vous donner les moyens et les capacités pour coopérer de façon non violente. Donc en termes de besoins, la victime est incapable de compacter ou de formuler ses besoins aujourd'hui. Et comme elle n'arrive pas à exprimer ses demandes par la stratégie, elle transfère le problème à quelqu'un d'autre. Donc forcément, elle donne le problème au sauveur. Le sauveur s'occupe des besoins des autres afin de ne pas avoir à s'occuper des siens. Parce que lui aussi, finalement, il masque quelque chose. S'il est toujours en train de s'occuper des autres, c'est parce qu'il n'a pas envie de voir ce qu'il a à faire pour lui. Il n'est pas capable de travailler sur lui non plus. Donc forcément, en te sauvant, je m'oublie et j'oublie mes problèmes. Le persécuteur, lui, il écoute ses besoins, mais pas ceux des autres. C'est-à-dire que c'est moi d'abord et les autres jamais. Donc en termes d'autonomie, le triangle devient la victime n'est pas autonome, le persécuteur nie l'autonomie de l'autre, et le sauveur croit aussi, en aidant la victime, de façon explicite, il évite par là même de s'occuper de lui-même.
Donc en termes de relation, la victime est donc incapable de contacter ou de formuler ses besoins. Elle ne peut faire aucune demande. Elle a besoin de trouver une stratégie pour retrouver l'accès à ses besoins. C'est l'accompagnement que je propose. Là aussi, celui qui est positionné en sauveur, qui va lui permettre de créer une relation à travers la relation, elle va chercher le miroir de ses propres besoins. Et la relation avec le persécuteur va obliger à revenir à la conscience de ses propres besoins. Donc la relation avec le persécuteur lui montre la responsabilité et la relation avec le sauveur lui montre ses possibles et sa puissance, afin qu'ultimement la personne arrive enfin à l'autonomie. Alors évidemment, l'idée est également de mettre en place avec vous la stratégie de sortie du triangle, parce qu'il n'y a rien de pire que de rester coincé là-dedans. Et pour les personnes qui l'ont vécu, j'en fais partie, on sait pertinemment qu'on y retombe continuellement tant qu'on n'a pas décidé d'ouvrir les yeux sur ce qui coince chez nous, parce que le problème ne vient pas de l'autre, il vient bien de nous. Donc, la stratégie de sortie du triangle, si un des trois acquiert la conscience de ses propres besoins profonds, automatiquement, il va réussir à quitter le triangle. Alors, il peut se passer deux choses différentes. Soit effectivement, vous quittez la systémique et votre partenaire, du coup, qui le subissait sans vraiment rentrer dans votre jeu, reste et votre relation coule des jours paisibles. Soit vous réalisez cela aussi de la même manière, et du coup votre partenaire qui fonctionne comme ça lui aussi ne va pas supporter votre changement, ne va pas le comprendre, et la relation va échouer, et ça n'en sera que bénéfique pour les deux parties, puisque dans une relation toxique, ça n'est bon pour personne. Donc même si ça a l'air très fort et puissant, et on confond ça avec de la passion, c'est en réalité quelque chose qui consume de l'intérieur et qui peut rendre malade gravement dans ses chairs. Donc, la stratégie de sortie, c'est vraiment prendre conscience des besoins mutuels de chacun, qui influencera toutes les parties du triangle, à voir et à faire explicitement ce qu'il est nécessaire d'apporter comme changement pour quitter ce schéma répétitif de destruction, de drame permanent. Donc on pourrait distinguer plusieurs niveaux de conscience avec des besoins correspondants, c'est-à-dire par exemple superficiel, profond et mutuel, et trois champs d'action qui seraient ne nourrir que des besoins individuels, donner une influence inconsciente à prendre en compte les besoins mutuels, et formuler une influence consciente à prendre en compte les besoins mutuels. Ça, c'est ce que moi je vous apporte en termes de coaching. Alors, bien évidemment, il existe des gens bien pensants, bien sous tout rapport, politiquement corrects, très cultivés, mais absolument pas dans la conscience, qui se permettront d'ironiser sur le triangle, le moquant ainsi en disant par exemple la personne est en train de se noyer et donc elle est en situation de victime. Et si notre intervient, celle-ci sera donc un sauveur. Et alors, qui est le persécuteur? C'est l'eau? Non, alors vraiment, c'est pas drôle du tout. C'est oublier le champ d'application du modèle qui ne s'applique pas aux situations d'urgence, et que dans ces situations type accident coma, il y a juste une confusion sémantique entre la position du sauveur et du sauveteur. Donc ne faites pas la confusion s'il vous plaît. Ne rigolez pas de cela, parce que beaucoup de gens peuvent se ficher en l'air en termes d'estime et ne jamais se relever de telles relations. C'est très très compliqué de sortir d'une relation toxique dans laquelle on a été dans un triangle de Karpman, parce que c'est quelque chose qui impacte énormément sur l'estime de soi, puisque quand on est face à un persécuteur, on perd toute estime de soi. Et du coup, ça devient très compliqué après de reprendre une vie normale. Et il est légitime d'avoir besoin d'un accompagnement, de lâcher l'ego en disant non, non, je vais y arriver tout seul, parce que c'est pas vrai, on n'y arrive pas toujours tout seul. Et parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne et qui nous dise non, là, t'as pas la bonne clé. Recommence, reformule. Attention à tes mots, attention à tes pensées. Réfléchis à ce que tu co-crées avec tes mots et tes pensées. Décide de ce que tu veux voir advenir. Ne laisse pas les choses arriver en disant « je ne peux rien y faire » quand vous êtes dans le rôle de victime. Parce que souvent, ce sont ceux-là qui viennent voir les coachs. Ceux qui se sentent en victime et qui en ont assez de se sentir incapables et impuissants. Parce que finalement, le persécuteur, lui,
Il touche ses besoins individuels qui sont propres, puisqu'il ne pense qu'à lui, mais de manière très superficielle, comme exister ou son besoin de reconnaissance. Et s'il va toucher de manière plus profonde, il pourra accéder à des besoins, si c'est cette personne qui cherche un coaching, en intensité, en harmonie et en communion. Et ces besoins profonds l'amèneront à sortir de son rôle de persécuteur. Mais bien souvent, ce sont quand même les personnes en position de victime qui ont envie de s'en sortir pour pouvoir retrouver leur identité, leur estime de soi, euh, se défaire d'un besoin d'appartenance et de dépendance et retrouver une certaine autonomie, qu'ils puissent être capables de s'autosoutenir à nouveau et de se sentir contribuables à l'ensemble de la population et utiles et exister réellement et autonomes. Donc le plus souvent, ce sont quand même ceux-ci qui viennent en coaching. Enfin, en termes d'approche, je passe par une analyse des gunas, qui sont les 3 parts essentielles de notre psyché, selon les rishis, en Ayurveda. Et cette trinité crée d'innombrables nouvelles séparations. En fait, les gunas représentent les constituants profonds de notre être, à partir desquels se constitue la géométrie si particulière de notre corps et nos différents espaces intérieurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un déséquilibre entre les gunas peut amener à la création de croyances limitantes et faire apparaître du coup des concepts qui donnent naissance à des rôles de victime, de persécuteur ou de sauveur. Donc s'il y a conscience de ces besoins de rééquilibrage, cette conscience va faire disparaître les croyances limitantes, les rôles vont tomber et à terme, l'équilibre entre les gunas se remettre. Donc, ça peut sembler un petit peu simpliste comme ça, mais ça a plus de 5000 ans d'existence, l'Ayurveda. Donc c'est quand même intéressant d'en passer par là pour voir si on peut rééquilibrer cela en sachant que les gunas sont Tama, Sattva et Raja. Tama correspondante à la terre et à l'eau, Sattva correspondante à l'air, à l'éther et à la connaissance, et Raja correspondante au feu et à la volonté, à l'action. Donc, un rééquilibrage entre les 3 gunas peut réellement vous sortir également de là. On peut aussi procéder à un rééquilibrage avec des fleurs de Bach qui permettent de stabiliser en apportant de la même façon qu'en Ayurveda des contraires. Pour cela, je travaille avec une professionnelle, une naturopathe qui m'accompagne dans mes démarches, qui est installée, dont je vous donnerai les coordonnées en privé. Je vous le simplifie vite fait. En fleurs de Bach, on fait exactement la même chose qu'en Ayurveda. Si vous êtes quelqu'un de très impatient, par exemple, on vous donnera de l'impatient, parce que ça va aller à l'inverse. Donc, ça, c'est une approche que je pratique également pour bien cerner le problème et pour voir comment vous aider de façon optimale au maximum. Donc vous l'aurez compris, le triangle de Karpman ou triangle dramatique est un des jeux psychologiques de manipulation et de la communication. C'est une figure d'analyse transactionnelle dont Stéphane Karpman a rédigé un article dans Fairy Tales en 1968 qui mettait en évidence un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur, pour le petit historique de la dénomination du triangle de Karpman. Et pour conclure, dans le travail de coaching, nous allons ensemble également aller rechercher dans votre enfance, même si nous ne devons pas travailler sur le passé, je ne suis pas psychologue, mais nous irons regarder les phases de développement de votre soi entre 8 ans et 16 ans, retrouver l'estime et cette recherche d'approbation, puisque bien souvent ça vient aussi de là, le problème du persécuteur et de la victime et du bourreau. Et Berne avait défini un état du moi comme un système cohérent de pensée, d'émotions, de comportements associés du point de vue de la structure de la personne. Et donc en fait, lui, il distinguait 3 états du soi ou du moi. Le parent correspond aux pensées et aux émotions, et donc aux comportements qui en découlent, puisque du coup l'enfant fait sien par imitation les figures parentales, les comportements ou venant d'autres figures éducatives marquantes. Ensuite, l'adulte caractérise les émotions pensées et comportements qui sont congruents avec la réalité, de l'ici et du maintenant. Et enfin, l'enfant correspond aux pensées, émotions et comportements qui sont reviviscences de notre propre enfance. Donc, mes chers amis, voilà pour la petite explication sur le triangle de Karpman.
Peut-être que cela vous aura éclairé et vous permettra de réaliser que votre relation avec votre patron, avec votre frère, votre sœur, votre père, votre mère est peut-être abusive ou nocive, voire toxique. Peut-être réalisez-vous que vous avez peur de vous retrouver sans cette relation parce que finalement, cette espèce de mal-être généré n'est que ce que vous connaissez et vous n'avez pas idée de comment pourrait se dérouler la vie autrement. Sauf que ça pourrait être super chouette, vous seriez beaucoup plus léger. Je vous invite à entrer en contact si vous avez un doute ou si vous avez besoin ou juste pour une question, pour checker un petit peu et parler et voir globalement où vous en êtes afin de redéfinir votre liberté et de faire en sorte que vos relations soient merveilleuses. En toute autonomie, comme d'habitude, adorez cette vidéo, abonnez-vous à la page YouTube, je reste disponible pour vos petits messages en cas de questions ou besoin d'informations complémentaires à essayer de récupérer. Je vous souhaite une bonne continuation pour la journée ou pour la soirée, je vous fais plein de gros bisous et bye bye, à bientôt!